Ok. Bien, bonsoir. Bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette conférence donc, sur punir les migrants, l'utilisation de la prison dans les politiques xénophobes en Suisse. Alors, la conférence de ce soir a pour but de vous présenter les aspects juridiques et socio-historiques de la détention de personnes migrantes. Elle est organisée par le groupe Migration de Solidarité et s'insère dans un cadre plus large d'un cycle de conférences dont l'objectif est de discuter et de comprendre la situation de la détention administrative en Suisse. La prochaine conférence qu'on organise portera sur les aspects plus historiques de la détention en Suisse, pas forcément ciblés uniquement sur la migration, mais aussi. Pour des personnes donc, le point commun étant qu'ils n'ont pas commis de crime, mais qui sont malgré tout enfermés. Alors ce soir, on va revenir sur les pratiques de cet enfermement pour des raisons simplement administratives, afin plus spécifiquement d'exécuter des renvois. Ce procédé s'insère plus largement dans une pratique à l'échelle européenne qui grandit ces derniers temps de criminalisation et de contrôle de la migration. Pourtant, en Suisse, cette pratique est plus ancienne, on le verra la prochaine fois, mais on va aussi revenir un peu sur ces aspects-là ce soir. À l'heure actuelle, l'emprisonnement des migrants est en augmentation ici en Suisse. En 2016, on a voté pour une réforme de l'asile qui va précisément dans ce sens et qui vise à organiser les cantons pour que certains se dédient précisément à l'enfermement et au renvoi des migrants. C'est le cas ici à Genève. Dès 2019, on attend l'ouverture d'un centre d'enfermement qui vise explicitement à l'expulsion des migrants puisqu'il se tiendra directement sur la piste de l'aéroport. Alors au sein du groupe Migration, mais aussi dans d'autres groupes de défense des droits des migrants, Perse Frontières et d'autres, on est nombreux à être scandalisés par ces pratiques et on souhaite se mobiliser contre cette pratique de l'enfermement, contre les prisons pour les migrants. D'où l'organisation de cette conférence de ce soir pour lancer ce mouvement de mobilisation. Alors avant de leur laisser la parole, je vais rapidement vous présenter les deux intervenantes que nous avons la chance d'entendre ce soir. Laïla Batou qui parlera en second, qui est avocate indépendante et travaille essentiellement dans le domaine du droit pénal, civil et administratif. Elle est engagée entre autres dans la lutte pour le droit des migrants depuis longue date et s'est impliquée dans plusieurs campagnes sur le sujet. Elle a notamment défendu avec l'avocat Pierre Bayonnel les victimes de l'incendie des TAT, vous vous en souvenez sans doute, et s'est impliquée dans la campagne contre le renvoi d'Ayoub Aziz. Puis dans le mouvement No Bunkers, et mène aujourd'hui plusieurs dossiers dans les domaines de l'asile et de la détention administrative et pénale. De l'autre côté de moi, vous voyez Julie de Dardel, qui est géographe, aujourd'hui maître assistante à l'Université de Genève, au département de géographie et environnement, où elle enseigne, entre autres, la géographie culturelle. Ses recherches portent sur les prisons, les politiques des drogues, les mouvements sociaux et le genre, avec comme terrain privilégié l'Amérique latine. Elle a d'ailleurs récemment publié un livre intitulé « Exporter la prison américaine, le système carcéral colombien à l'ère du tournant punitif », qui étudie la réforme du système carcéral colombien basé sur le système de prison de sécurité maximale américain. Parallèlement, elle collabore avec des groupes d'activistes sur ces terrains, notamment des militants des droits humains et des féministes. Elle milite en faveur des droits des prisonniers et de la défense des victimes de répression politique au travers de l'association Turpial, une association de solidarité avec des organisations, communautés et personnes qui se mobilisent en faveur des droits fondamentaux en Colombie, notamment la liberté de mobilisation et de protestation, ainsi que pour les droits des prisonniers et la restitution des terres spoliées aux paysans. Je vais maintenant donner la parole à Julie pour une vingtaine de minutes d'exposé, puis à Laïla, avant d'avoir un moment d'échange et de questions. Je t'en prie. Merci, bonsoir à tous. Donc, j'ai la lourde charge d'être la première intervenante de ce cycle de conférences qui débute. Et ça sera peut-être du coup l'intervention un peu la plus générale et la moins connectée directement à des éléments factuels de la politique suisse en matière d'asile et notamment de détention administrative.
pour plusieurs motifs. C'est pas vraiment ma spécialité, aussi parce que j'étais longtemps absente de Suisse, que je suis revenue récemment et que donc je vais plutôt vous parler de ce que je connais, mais qui permettra peut-être d'ouvrir ce cycle avec un peu quelques éléments de réflexion, en prenant un petit peu de distance par rapport au temps long sur les cycles qui caractérisent l'enfermement dans l'époque moderne, qui est un peu ma proposition ce soir. Donc, ce soir, je vais un peu essayer de donner quelques éléments de réponse à la question suivante. Dans quel contexte historique en matière d'enfermement s'insère le débat politique actuel et même local, Genevois, sur la politique de détention des migrants? Je vais d'abord essayer d'expliquer ce qu'on entend par le terme tournant punitif, qui est censé, dans les sciences sociales et un peu en politique, caractériser notre époque. D'autres parlent de moment punitif. En utilisant un anglicisme un peu tiré par les cheveux, on parle aussi de nouvelle punitivité, de new punitiveness. Et en essayant de passer par une petite généalogie des pratiques pénales et carcérales à l'époque moderne. Et puis, je vais essayer d'abord de caractériser ce qui précédait le tournant punitif pour pouvoir mieux expliquer ce qui caractérise ce moment punitif. Et dans un deuxième temps, je dirais quelques mots du phénomène simultané, évidemment pas par hasard, qui est également nouveau dans ces cycles que j'ai mentionnés avant, de l'enfermement des migrants, cette fois pas pour des raisons de politique pénale, criminelle, mais l'enfermement des migrants pour le fait d'avoir migré. Donc, ce fameux tournant punitif est petit a, la naissance de la prison, le projet disciplinaire, ce qui a précédé le tournant punitif que je vais amener après. Donc vous connaissez, je m'excuse d'avance auprès des éminents spécialistes de Foucault que j'aperçois dans la salle. Donc je vais brasser un peu le portrait de cette naissance de la prison tel qu'il est décrit par Foucault dans Surveiller et punir, l'ouvrage un peu clé fondamentale que je pense beaucoup de vous ont lu, mais peut-être pas tous. Donc pour ceux qui l'ont pas tous lu, je vais essayer de dégager quelques éléments un peu fondamentaux des enseignements qu'apporte Foucault par rapport au projet disciplinaire et punitif qu'il y a derrière la naissance de la prison. Et je m'excuse par avance et je me réjouis de débattre dans les questions sur toutes les erreurs que je vais produire par rapport à l'analyse fine de Foucault. Bon, dans Surveiller et punir, en tout cas, ce qu'explique Foucault, c'est que l'apparition historique de la prison sous sa forme moderne correspond en fait à la disparition d'un autre cycle, qui est le cycle des supplices, c'est-à-dire l'application en public de la peine de mort dans des mises en scène d'une extrême violence. Et l'époque des supplices était révélatrice de la manière dont le pouvoir monarchique prémoderne se manifestait face au peuple, c'est-à-dire un pouvoir basé sur une démonstration, un spectacle d'autorité visible, féroce, terrorisant pour le public qui assistait à ce châtiment, à la sanction face au crime. Et avec une mise en scène extrêmement émotionnelle de l'application de ce châtiment. Foucault dit dans Surveiller et punir, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, malgré quelques grands flamboiements, la sombre fête punitive est en train de s'éteindre. C'est la fin de ce cycle de mise en scène extrêmement violente et émotionnelle du pouvoir et de la manière dont on exerçait le châtiment. Avec l'émergence d'un nouveau cycle, celle du pouvoir moderne, les exécutions publiques font place à une forme inédite de punition, qui est celle de l'enfermement à des fins de sanction face au crime. C'est la naissance de la prison comme peine et également ce que Foucault appelle donc, comme peine face au crime et face aux illégalismes, qui est un peu un autre pendant de l'analyse de Foucault et qui est toute une série de comportements non conformes que le pouvoir disciplinaire veut contrôler et endiguer. Donc la prison, c'est un des dispositifs correctifs au sein d'un système de dispositifs beaucoup plus large qui caractérise une nouvelle manière d'exercer le pouvoir à l'époque moderne et que, je répète, Foucault appelle le pouvoir disciplinaire. Pour Foucault, 19e siècle, qui est donc évidemment le grand siècle du capitalisme industriel,
ce 19e siècle a fait émerger des technologies nouvelles pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus et les rendre, comme il dit, à la fois dociles et utiles. C'est-à-dire une espèce de vaste entreprise d'orthopédie morale et sociale derrière une nouvelle manière, en fait, d'exercer le pouvoir. J'insiste sur cette vocation correctrice de la prison moderne, dans son projet fondateur. La punition carcérale, elle sert à transformer et à soumettre le coupable et à prévenir de nouveaux délits. Donc il y a une réelle vocation de correction de l'individu et également de correction des masses à travers cette nouvelle manière de sanctionner. Rendre les corps dociles. Donc par exemple, Foucault définit ce qu'il appelle les disciplines de cette manière-là. J'ouvre les guillemets. Ces méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent l'assujettissement constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité, c'est cela qu'on peut appeler les disciplines. Et sur la prison, Foucault a cette affirmation qui est célèbre et souvent citée, où il dit que la prison cellulaire, avec ses chronologies scandées, son travail obligatoire, ses instances de surveillance et de notation, avec ses maîtres en normalité qui relaient et multiplient les fonctions du juge, soit devenu l'instrument moderne de la pénalité, quoi d'étonnant? Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui, tous, ressemblent aux prisons. Bon, pour le dispositif, comme vous le savez sans doute, de Foucault, qui est spatial par excellence de la société disciplinaire, c'est cette idée de panoptique, cette architecture carcérale nouvelle et emblématique vraiment de la prison moderne, où le prisonnier est vu d'une tour centrale de façon permanente et en fait apprend à intérioriser le contrôle et à se soumettre en raison de cette supposée observation, surveillance permanente. Surveillance, c'est le mot le plus important de surveiller et punir, qui permet en fait le dispositif symbolique qui traverse finalement toute la société et qui permet aux individus de se soumettre à ce pouvoir de façon pratiquement volontaire. Dans le langage plus récent un peu de la criminologie, ce pouvoir qui est appelé disciplinaire par Foucault, on l'appellerait aujourd'hui, enfin on l'appellerait pas, mais d'autres l'ont appelé cette ancienne, vieille punitivité, la old punitiveness, qui est donc celle du pouvoir disciplinaire qui produit des corps dociles et utiles dans l'époque moderne au capitalisme industriel. Mais en réalité, ce projet de disciplinarisation par la prison, il est en crise depuis sa naissance. Il est en crise depuis sa naissance en raison d'une espèce de fantasme de contrôle qui n'a jamais été réellement efficace dans les faits et pour d'autres raisons. Et cette crise de légitimité et d'efficacité de la prison, elle trouve son apogée au niveau des analyses dans l'après-guerre, dans l'après-deuxième guerre mondiale et en particulier dans les années 70, où la grande majorité des spécialistes, que ce soit des spécialistes universitaires, mais également des praticiens, tels que les juges, les avocats, etc., aux États-Unis et en Europe, remettent vraiment radicalement en question l'existence de la prison comme outil de justice face un peu à son échec perpétuel de réellement réformer l'individu, de réellement lutter contre le crime. Et il y a une grosse crise de légitimité de personnes très influentes dans les milieux de la criminologie qui soulignent sa faillite et prédisent de façon relativement unanime son déclin. Et y compris Michel Foucault, qui en 1976 annonce la fin prochaine de la prison comme outil de justice. Il y a énormément d'analyses qui pensent que dans l'après-guerre et dans les années 60-70, qu'on est bientôt face à la fin d'un cycle et que la justice va s'appliquer différemment. Foucault, qui aussi au fur et à mesure des développements de ses recherches et de ses écrits, se dirige toujours vers une analyse plus disons fine du pouvoir, un pouvoir qui est considéré comme de plus en plus diffus, capillaire. L'institution carcérale paraît en perte de sens par rapport à cette manière d'exercer le pouvoir. Et de nombreux analystes, criminologues, les plus renommés, annoncent
le déclin certain, pratiquement, de la prison, qui est devenu un outil obsolète dans les reconfigurations contemporaines du pouvoir. Or, bon, c'est pas une très grande surprise vu où on en est aujourd'hui, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit, vraiment à l'immense surprise de très nombreux analystes, puisque alors qu'on attendait un peu le déclin de la prison, il y a eu cette extraordinaire et inattendue boom carcéral, boulimie, hypertrophie carcérale qui s'est développée depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Et je passe à mon petit point B, tournant punitif ou moment punitif, selon comment on l'appelle, et qui a été un peu cette nouvelle manière cette seconde vie de l'institution carcérale. Donc, comme vous le savez, c'est aux États-Unis que le phénomène de l'hypertrophie carcérale, de ce tournant punitif, a été le plus spectaculaire. Les États-Unis avaient un taux d'incarcération relativement stable au cours du XXe siècle, autour des 110 prisonniers pour 100 000 habitants. Donc le taux d'incarcération, il se mesure par 100 000 habitants. Ils étaient autour de 110. Et en quelques années, donc environ en 25 ans, il est passé de 100, qui est une incarcération relativement modérée, à pratiquement 800 pour 100 000 habitants, ce qui est évidemment juste un changement d'une ampleur absolument extraordinaire, sans précédent historique et sans égal. Ça veut dire qu'on est passé d'à peu près, avec en plus une augmentation démographique relative, mais on est passé de moins de 300 000 détenus à, en quelques années, environ 2,5 millions de personnes derrière les barreaux, sans compter toutes les personnes sous contrôle pénal, plus ou moins liées au système carcéral, avec des systèmes de contrôle, de conditionnel, etc., qui fait qu'on arrive à des proportions de la population qui sont absolument énormes. Alors, en fin de compte, comment les analystes définissent ce terme, ce concept de tournant punitif? Il y a principalement deux caractéristiques. Il y a une caractéristique plutôt quantitative, qui est celle de ce passage à l'emprisonnement de masse, c'est-à-dire un changement du taux de détention, et il y a un changement plutôt dans la nature de la répression pénale, et qui est ce fameux passage de la old punitiveness à la new punitiveness, de la vieille manière de punir à la nouvelle manière de punir. Sur ces deux caractéristiques, donc l'emprisonnement de masse, c'est un changement du taux de détention, mais c'est aussi le fait qu'à travers la prison, on a commencé à s'acharner de façon encore beaucoup plus ample sur des petites catégories précises de la population, où là, il y a une certaine systématicité de l'emprisonnement. Donc, quand on parle de 800 pour 100 000, ça veut dire qu'on est à peu près à 1%, un peu moins de détention générale. Mais si vous prenez notamment aux États-Unis les hommes jeunes, noirs, des grands centres urbains, on arrive à des taux autour de 30% grosso modo, c'est-à-dire statistiquement, une chance sur 3 si vous naissez d'aller en prison avant l'âge de 30 ans. Donc c'est là un phénomène qui concerne, je veux dire, des pans de population particulière extrêmement grandes, ce qui nous fait tous déjà écho par rapport à la question évidemment de la migration. Et la raison pour laquelle ça se passe, c'est parce que la répression pénale et le code pénal commencent à se fixer sur des comportements caractéristiques de certaines populations de manière à les mettre massivement en prison. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple en matière de drogue, on cible certaines drogues qui sont consommées par des jeunes hommes noirs des villes plutôt que par des hommes blancs également des villes. Mais voilà, donc il y a ou d'autres catégories de crimes qui sont spécifiquement commises par certaines populations de manière à ce que le contrôle sur ces populations s'exerce à travers l'outil carcéral. Et puis, pour faire cette différence un peu entre la vieille et la nouvelle punitivité, je vous disais, la vieille, c'est celle de ce pouvoir disciplinaire qui est décrit par Foucault, cette ambition de correction, d'orthopédie morale, sociale, de produire des individus fonctionnels et soumis à l'ordre social. Un peu une espèce de logique froide, utilitariste de recyclage des individus.
Et ben dans cette nouvelle époque du tournant punitif, du moment, ou aussi appelé moment punitif, c'est la renaissance de la passion de punir, comme dit Didier Fassin, dont je vous recommande chaudement la lecture. De nouveau, l'ambition d'infliger un châtiment, un discours qui est très fortement ancré dans l'émotionnel et qui a des conséquences très concrètes par rapport à la nature de l'enfermement carcéral, où il y a un abandon vraiment drastique des objectifs de réhabilitation, un recentrage sur un discours et des pratiques beaucoup plus punitives, y compris dans le cas des États-Unis, mais pas seulement, des pratiques d'humiliation publique, des discours extrêmement humiliants via les médias et une mise à l'écart vraiment radicale des individus dans la prison qui est plus un outil correctif qui est en lien avec la société, et puis des changements dans la nature des prisons elles-mêmes, sur le régime carcéral qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus restrictif, obsédé par les questions de sécurité, de lutte contre les évasions, etc., plutôt que par des idéaux réhabilitatifs. Pour conclure ce point 1, qui en réalité est plus long que le point 2, donc ne vous inquiétez pas sur la longueur de mon intervention, il y a vraiment un grand paradoxe, en réalité, qui est très bien décrit par, comme je le disais, Didier Fassin, qui est un anthropologue qui a publié cette année ce petit bouquin qui s'appelle La passion de punir, que je vous recommande vraiment, qui comprend bien l'esprit de ce moment punitif, de cette nouvelle punitivité. C'est qu'il y a en fait une déconnexion très profonde entre l'incarcération montante et les objectifs de sécurité, de lutte contre la criminalité, de réaffiliation des individus déviants dans l'ordre social, puisque la prison, en fait, c'est bien connu des criminologues, ne remplit correctement aucune de ses fonctions. Et je me permets de le citer. Il dit, par exemple, « Avec le moment punitif, le châtiment est devenu le problème. Il l'est à cause du nombre d'individus qu'il met à l'écart ou place sous surveillance, à cause du prix qu'il fait payer à leur famille et à leur communauté, à cause du coût économique et humain qu'il entraîne pour la collectivité, à cause de la production et de la reproduction d'inégalités qu'il favorise, à cause de l'accroissement de la criminalité et de l'insécurité qu'il génère, à cause enfin de la perte de légitimité qui résulte de son application discriminatoire ou arbitraire. Censé protéger la société du crime, le châtiment apparaît de plus en plus comme ce qui la menace. » Et évidemment, ça, je pense qu'il faut que c'est quelque chose qu'on doit tous avoir en tête, c'est que il y a des fonctions latentes de la prison qui sont vraiment de loin pas celles de contribuer ni à l'ordre, ni à la sécurité, ni à la lutte contre le crime, des objectifs qui de très longue date, on le sait, sont très mal remplis par la prison, voire que la prison alimente de façon très active ce type de catégorie comme celle du crime. J'allais faire un commentaire pour dire que c'était particulièrement vrai en matière de lutte contre le trafic de drogue, où la prison ne sert absolument à rien, et c'est quand même un type de délit qui remplit très largement les prisons en Suisse, avec celle de la migration, pour un coût extrêmement élevé, puisque la prison coûte en Suisse à la collectivité, encore bien plus à Genève, mais en moyenne à peu près plus de 140 000 francs par année par détenu. Donc c'est des coûts extrêmement élevés pour des petits délits, et cette boulimie carcérale en fait entraîne des coûts hallucinants pour des résultats absolument nuls, voire contre-productifs. J'arrive à mon point 2, et pourquoi dire tout ça? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec la détention des migrants. Je pense que c'est important d'avoir en tête un peu cette histoire du tournant punitif, du moment punitif, pour comprendre ce qui se passe avec le traitement des migrants. Parce que aussi au niveau global, et pas seulement en Suisse, il y a eu un mouvement pratiquement simultané d'un autre type d'enfermement qui a été celui de l'enfermement des migrants dans le monde, qui probablement, et on manque d'analyse, mais est co-alimenté par le délire carcéral en matière pénale. Et c'est deux choses qui vont ensemble, et à mon avis qui doivent être comprises ensemble. Et j'en reviendrai encore à ma conclusion, mais qui, à Genève, en fait, est en train de se montrer autour des projets du Conseil d'État de façon extrêmement liée. Donc, comme on l'a déjà dit en introduction, dans le cas des migrants,
il y a un enfermement qui n'est pas un enfermement pénal, c'est pas un enfermement sanction pour un comportement criminel, mais c'est l'enfermement en raison d'être un migrant, d'avoir migré. Et c'est également un phénomène qui a été en très grande augmentation au niveau mondial dans un passé récent, à peu près depuis le tournant du siècle, où il y a eu une prolifération tout à fait inédite dans l'histoire de camps, essentiellement localisés dans les pays du Sud global. L'immense majorité des migrants sont enfermés, non pas dans nos pays, mais dans des camps de migrants et de réfugiés dans les pays du Sud. Et parallèlement à ces développements des camps de réfugiés qui sont des lieux d'enfermement tels qu'on les imagine, il y a aussi cette prolifération tout à fait inédite de centres de rétention administrative dans les pays du Nord, qui est en fait un dispositif global de camps qui a accompagné, qui a soutenu le durcissement drastique des politiques d'asile depuis 15 ou 20 ans. L'anthropologue Michel Agier, encore 5 minutes. L'anthropologue Michel Agier parle de cet égard d'un encampement du monde, le fait d'enfermer massivement les migrants dans des camps ou des centres de rétention administrative de façon finalement coordonnée au niveau global depuis cette période. Et ces lieux d'enfermement pour migrants, ces deux types de lieux, dans le sud et dans le nord global, ils forment une espèce d'extérieur du monde où les personnes sont maintenues dans une altérité radicale, considérées comme des parias, des surnuméraires, et qui sont finalement maintenues en vie physique sans aucune reconnaissance sociale et soumis à un traitement d'exception permanent. Pour donner quelques chiffres un peu sur l'ampleur, déjà par rapport au phénomène de la migration forcée, donc en 2016, il y a eu un rapport du HCR qui dit qu'en tout cas de mémoire de statisticiens, il n'y a jamais eu autant de migration forcée, de déplacements forcés dans le monde, avec environ un peu plus de 65 millions de déplacés forcés actuellement, dont seulement 3,2 millions sont des personnes en procédure d'asile dans les pays industrialisés. 21 millions sont des réfugiés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis des frontières de leur pays, et 40 millions, c'est-à-dire grosso modo les 2/3, sont des déplacés internes à l'intérieur des pays. Mais déjà, pour se faire une idée qu'il y a quand même 90% des réfugiés dans le monde qui sont absorbés par les pays du Sud et que le Nord ne gère que actuellement 3,2 millions de personnes en procédure d'asile. Et en ce qui concerne les camps de réfugiés, on parle d'environ, et ça c'était 2013, et il y en a beaucoup plus depuis, mais environ 12 millions de personnes administrées dans des camps de réfugiés par des agences internationales. Sur le plan juridique et politique, il s'agit vraiment d'îlots de hors-lieu qui abritent des régimes d'exception par rapport aux lois de l'État du territoire sur lequel ils sont en vigueur. Et quel que soit le degré relatif d'ouverture, de fermeture de ces camps ou de ces centres de rétention, de façon systématique, ils écartent, retardent, suspendent toute reconnaissance d'égalité politique entre les occupants de ces non-lieux et les citoyens ordinaires du même territoire, c'est-à-dire des formes drastiques de privation de citoyenneté dans ces lieux de rétention. Évidemment, à cette exclusion juridique et politique s'ajoute l'exclusion sociale où les migrants sont ostensiblement exclus du reste de la société et considérés comme des personnes non intégrables au reste de la société. Bon, Laïla va prendre le relais sur les questions plus qui concernent la Suisse et Genève, mais je commence déjà par souligner, et ça sera repris, que vraiment ce double enjeu du moment punitif en matière pénale et de l'encampement du monde en matière de migration, elle est cristallisée de façon vraiment extrêmement forte aujourd'hui à Genève, puisque le projet du Conseil d'État et de Pierre Maudet, c'est de construire cette énorme prison pénale des Dardanelles, la bien nommée, je me réjouis, qui est une nouvelle prison de 450 places qui va libérer entre autres de la place pour faire de la détention administrative de migrants en vidant un autre établissement qui est celui de la Brenna.
et qui a en même temps ce projet de hub d'expulsion fédéral sur la piste de l'aéroport. Et vraiment, le projet pénal et le projet d'enfermement non pénal de la migration va main dans la main dans vraiment une logique de vase communicant, alors même que, comme vous le savez peut-être, en tout cas en matière pénale, la criminalité connaît une diminution extrêmement importante en Suisse et ailleurs dans les pays industrialisés, avec un trend qui maintenant est confirmé depuis environ une dizaine d'années, vraiment un effondrement de la criminalité. Et c'est le moment que le Conseil d'État choisit, donc un effondrement qui est aussi tout à fait visible en Suisse et en Suisse romande, et quel moment que le Conseil d'État choisit pour investir des centaines de millions dans la construction d'une nouvelle prison. Voilà, je m'excuse pour le petit déplacement et je passe la parole à Laila. Merci beaucoup. Ouais, alors je pense que vraiment, enfin, toutes les deux, on était d'accord pour dire, bon, on sait qu'on participe à un cycle de conférences sur la détention administrative, mais pour nous, c'était vraiment hyper important d'ouvrir la focale sur la détention en général et notamment d'inclure la détention pénale. Pour deux raisons. D'abord, en Suisse, la répression pénale de la migration préexiste en fait à la mise en détention administrative. Elle est antérieure, elle date de l'entre-deux-guerres déjà, et puis elle se confirme vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis après elle va se perpétuer. Donc il y a historiquement en Suisse un recours important au droit pénal pour gérer les flux migratoires. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est ce que Julie vient d'annoncer, c'est ce méga projet démesuré, carcéral, de planification pénitentiaire 2012-2022 des autorités pénales genevoises, de Pierre Maudet en particulier, qui entend faire passer le nombre de places de détention à Genève de 581 en 2012, 581 places de détention à 1395 places 10 ans plus tard. Donc c'est vraiment une augmentation fois 2,5, c'est énorme. Voilà, alors bien sûr, là-dedans, il y a le hub de l'aéroport autour duquel sont organisées ces conférences. Et moi, je comprends très bien la volonté de prolonger les efforts qui avaient été faits dans le cadre de la campagne Ma Genève, qui était vraiment une super jolie campagne qui était prometteuse. Donc, ce hub, il y aura 250 places de détention de courte durée pour des personnes en instance d'expulsion. C'est un des aspects. Celui-là, à mon avis, en gros, on n'y coupe pas, quoi. Les rapports de force sont tels au niveau de la Confédération que c'est vraiment très difficile de se battre à ce niveau-là. En revanche, au niveau genevois, on peut peut-être construire un rapport de force. Il y a une possibilité d'essayer de tenter quelque chose, en tout cas. Et puis, du coup, il faut avoir une vision d'ensemble de la situation. Donc, il y a ce hub de l'aéroport de 250 places. Il y a la construction déjà finalisée d'une nouvelle prison de 168 places. Actuellement, c'est un pénitencier, donc réservé à l'exécution de peine. Il sera ensuite, dans le rêve de Pierre Maudet, affecté à la détention administrative cantonale classique, donc qui peut se prolonger jusqu'à 18 mois, etc. Enfin, la détention administrative telle qu'on la connaît, à la différence du centre d'expulsion qui, lui, concerne différents cantons et c'est de la détention de plus courte durée, financée aussi par la Confédération. Et puis, ce grand projet de 450 places, d'un pénitencier de 450 places, qui s'appellera les Dardelles probablement, effectivement, et qui devrait servir, peut-être que t'as peut-être une chance qui s'appelle la Brenna 3, mais je suis pas sûre. Peut-être que ça fait partie aussi des choses qu'on pourrait essayer de revendiquer, d'ailleurs. Donc, construction de cette nouvelle prison qui est censée désengorger Chandelon, absorber le contenu de ce pénitencier de 168 places qui vient d'être construit afin de le libérer pour la détention administrative. Et Chandelon sera ensuite rendu à la détention préventive à laquelle il était en principe, Chandelon, réservée. Voilà, donc dans ce contexte, il me semble important, et important juste pour savoir
comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, de comprendre comment ces différentes formes de détention s'articulent et en quoi elles impactent les migrants, évidemment. Il faut qu'on ait... moi, je prétends pas du tout bien connaître, mais en tout cas, de donner quelques pistes de l'articulation de ces différentes détentions et de la manière dont elles concernent les migrants. Voilà. Donc, dans l'argumentaire qu'il développe en 2012 pour défendre son projet de planification pénitentiaire, Maudet donne deux raisons en introduction, deux raisons essentielles à la nécessité d'augmenter le nombre de places de détention à Genève. D'abord, il prétend que la criminalité augmente de 6% par année à peu près et que cette tendance va se confirmer, etc. Donc, voilà. En gros, il s'appuie sur l'explosion des chiffres de la détention à Chandelon, ce qui est évidemment pas un indicateur parce que, comme j'espère le montrer un peu tout à l'heure, en gros, on a la répression, elle peut fonctionner un peu comme un robinet. Les priorités de la répression peuvent d'un coup bourrer une prison avec des tas de migrants à un moment donné ou des tas de dealers ou pas, etc. Donc le fait que d'un coup il y ait une surpopulation à Chandelon n'est pas un indicateur d'une augmentation de la criminalité, en aucun cas. Dans ce contexte-là, la bataille des chiffres, elle me semble indispensable. On n'a pas d'éléments sur le contenu de cette prison. C'est hyper difficile d'en rendre compte. Et s'il y avait des étudiants ou des doctorants qui voulaient faire une thèse en statistique sur la manière dont sont remplies ces prisons, ce serait vraiment hyper utile parce qu'en plus, c'est un traitement assez fin parce que le nombre de gens, c'est pas forcément un indicateur très utile. Il faudrait aussi savoir le nombre de jours de détention fait par chacun, etc. Donc, c'est hyper compliqué de rendre compte de qui est en prison. Mais bref, donc là, il y a une bataille de chiffres que j'espère qu'à un moment donné, un étudiant de Julie pourrait vouloir en faire. Ce serait hyper, hyper utile pour tout le monde. Donc ça, c'est son premier aspect, la criminalité augmente. Toi, tu le contestes, donc je pense que, enfin, voilà, il y a vraiment une bataille à faire à ce niveau-là. Premièrement. Et puis, deuxième chose, il dit, c'est très important de développer à la fois la détention pénale et la détention administrative en parallèle, parce que, dit-il, 70% des détenus pénaux sont en séjour irrégulier. Et donc, c'est des gens qu'on ne va pas réintégrer quand ils sortiront, donc il faut se donner les moyens de les expulser. Donc, quand ils sortent, hop, on les met en détention administrative, et ensuite, hop, on les met dans l'avion. Du coup, voilà. Mais... juste, si on dit que 70% des détenus pénaux sont en situation de migration irrégulière, ça veut dire que dans les 1395 places, donc déjà, dans les 977 places de détention pénale, ça veut dire, si je calcule bien, qu'il y aurait 684 personnes en séjour irrégulier. Et puis ensuite, sur les 418 détenus administratifs, 100% seraient en séjour irrégulier. Donc, sur les 1395, ça fait un total de 1102 personnes en séjour irrégulier qui seraient en prison. Donc, 80% de la population carcérale de ce canton serait en séjour irrégulier. Donc, on voit que donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y aurait plus de migrants en situation irrégulière en détention pénale qu'en détention administrative. Et c'est là que, en fait, ça mérite vraiment d'inclure la détention pénale dans ce débat. Alors maintenant, qu'est-ce qui explique une telle surreprésentation des étrangers, en fait, des étrangers en général et plus particulièrement des étrangers en séjour illégal dans les établissements de détention pénale? Alors, un des aspects, c'est l'aspect que relevait Julie sur la répression justement de certains illégalismes aux États-Unis, c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions qui leur sont quasi réservées, notamment le deal. Et ces infractions font, comme par hasard, l'objet d'une priorité répressive marquée. Donc ça, c'est une première chose. Alors, Giorno, il le dit récemment dans une conférence de presse, éradiquer la vente de drogue est impossible, mais nous devons veiller à maintenir l'ordre public, donc on va continuer de mettre des dealers en prison. Donc, très clairement, tant qu'il y aura une politique de pénalisation de la drogue, tant qu'on n'aura pas une politique intelligente en matière de gestion des stupéfiants, du trafic de stupéfiants, on va continuer de bourrer les prisons et on va continuer de les bourrer avec des migrants essentiellement en situation irrégulière. Les infractions peu lucratives ne sont pas convoitées par des gens qui peuvent faire des infractions plus lucratives. C'est eux qui s'en chargent. Donc ça, c'est une chose. Donc les illégalismes qui leur sont réservés. Ensuite, l'argument de la droite, ces personnes auraient un moindre respect de l'ordre juridique. Alors, plus de vols, plus de violence contre les choses, contre les personnes.
La sociologie répond que c'est une question de non-intégration ou une question de pauvreté juste économique. Il y a aussi tout l'aspect qu'on a du mal à respecter ceux qui ne nous respectent pas. Donc, effectivement, ça, c'est la conséquence de la non-intégration. Là, on doit se poser vraiment la question des coûts d'une politique d'insertion sérieuse par rapport à une politique d'incarcération. Mais pas seulement des coûts, aussi des bénéfices. C'est-à-dire qu'il faut faire une pesée coût-bénéfice. Il y a des coûts qui génèrent des bénéfices, puis il y a des coûts qui génèrent zéro bénéfice. Et puis, c'est clair que les coûts d'incarcération, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Ça rapporte rien à la société. Donc, voilà, là, il y a aussi un point un peu à creuser dans cette alternative entre intégration et répression. Ensuite, il y a un troisième aspect qui, bien sûr, contribue à remplir les prisons de migrants, c'est qu'ils sont traités différemment par la police à travers le délit de faciès, la priorité de l'illégalisme, des illégalismes qui les concernent, mais aussi simplement parce qu'ils se font plus arrêtés, interpellés, contrôlés et donc condamnés par la suite, et aussi par la justice. Ça, c'est évident, il n'y a pas un avocat qui passe à côté. Ça, je pense qu'on aura du mal à vraiment agir là-dessus, mais il faut quand même que je le mentionne. Et puis, il y a le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on est tous égaux devant la loi, mais il y en a quand même certains qui sont un peu plus égaux que d'autres. Et alors là, vraiment, pour le coup, on peut dire qu'on n'est pas égaux devant la loi. Au plan pénal, c'est aussi la migration qu'on enferme, donc pas seulement les migrants délinquants, mais vraiment la migration elle-même. Et l'incarcération des migrants est un vrai outil de dissuasion de la migration ou de tentative de dissuasion de la migration à niveau individuel, de dissuader les individus de revenir une fois qu'ils sont partis. Parce qu'une fois qu'on s'est fait 6 mois, 8 mois, 12 mois à Chandelon, c'est vraiment difficile d'envisager de refaire 6 mois ou autre à Chandelon. Donc, et collective, c'est-à-dire que les autres se rendent aussi compte qu'on disparaît, puis on disparaît pour de bon, puis Chandelon, c'est vraiment pas drôle. Et les autres prisons ne sont pas drôles non plus. Donc voilà, donc en gros, on crée des exclus, après on les criminalise pour mieux les exclure, pour mieux les criminaliser, pour mieux les exclure, etc. Maintenant, j'aimerais juste aborder la façon dont le droit pénal enferme les migrants. En gros, quelles sont ces lois d'enfermement des migrants ? Alors, le premier fondement de la détention, c'est la détention en exécution de peine. Elle se fonde sur le code pénal, d'accord ? C'est un catalogue d'infractions dans lequel assorti à des sanctions, et sur un certain nombre de lois spéciales, notamment la loi sur les étrangers, dont les dispositions finales, à partir de l'article 115, et notamment l'article 115 qui est le principal instrument de criminalisation des migrants, définit la migration, le séjour illégal, l'entrée sur le territoire illégal, même la sortie de Suisse illégale, donc comme des délits, et les sanctionne d'une peine d'une année, une année soit d'emprisonnement, soit de peine pécuniaire ou autre. Donc le code pénal, en réalité, et puis ces lois pénales, la loi sur les étrangers, c'est un peu discutable, mais disons, l'application des peines par le droit pénal est relativement clémente. En principe, on ne prononce pas de peine privative de liberté de moins de 6 mois. On a tendance à prononcer des peines pécuniaires, donc en jours amende, au lieu de mettre des jours de prison, mais des jours amende, jusqu'à 1 an. Les autorités de poursuite pénale ont tendance à prononcer des peines pécuniaires, pas toujours, mais elles tendent à le faire. Et puis, si on a une condamnation de moins de 2 ans, en principe, si c'est le premier délit, elle est assortie du sursis. Donc, en fait, le droit pénal suisse est pas très incisif. Par contre, pour les migrants, quand même, c'est un petit peu, ils s'y frottent quand même un peu et ils s'y prennent les doigts. D'abord, les courtes peines de privative de liberté restent possibles si une peine pécuniaire et un travail d'intérêt général ne sont pas envisageables. Et une peine pécuniaire est rarement envisageable quand on est à l'aide d'urgence. Déjà que les procureurs fixent le minimum à 30 francs par jour, alors que c'est 10 francs par jour qu'on reçoit de l'aide d'urgence. Donc, il pourrait tout à fait... Enfin, il arrivait régulièrement en tout cas à Genève, que des peines privatives de liberté soient directement prononcées, avec sursis en principe, mais voilà.
Dans le cas du séjour illégal, on est dans un délit continu, donc la récidive est quasi inévitable, enfin, à moins de vraiment décider de partir. Donc, on est très rapidement plus un délinquant primaire, un primo-délinquant, et on est donc très rapidement en récidive, et donc le sursis tombe, et ça fait des peines relativement longues, parce que les peines s'additionnent. Et puis ensuite, la problématique des peines pécuniaires, c'est que si elles ne sont pas payées, elles sont converties en jours de prison. Donc même quand elles sont prononcées, les gens qui n'ont pas les moyens de les payer, ils finissent par se retrouver en prison, en détention pénale. Alors, vous aurez probablement tous suivi qu'en septembre 2014, Olivier Jornaud, procureur général nouvellement élu, suite à des débats relativement houleux, où on lui demandait d'être plus transparent sur sa politique en matière de répression du séjour illégal, a annoncé qu'à partir de maintenant, il ne mettrait plus en prison les prévenus qui étaient condamnés pour une infraction à la loi sur les étrangers seulement. Donc, il continuait de pouvoir mettre en prison les gens s'ils avaient des antécédents autres que l'infraction à la loi sur les étrangers, par exemple une fois trafic de drogue, une fois vol ou une fois autre chose. Alors là, s'ils se faisaient pincer juste pour séjour illégal, on pouvait quand même les mettre en prison. Ou alors, s'ils avaient séjour illégal et un autre petit truc, genre consommation de stupéfiants, on pouvait aussi les mettre en prison. Mais s'ils avaient que, donc en gros, la mère de famille qui se faisait arrêter et puis qui avait juste ça, en principe, on ne la mettait pas en prison. On la mettait déjà pas en prison avant, mais on la mettait toujours pas en prison. Voilà. Malgré ça, il y avait quand même, il y a quand même eu pendant toute cette période une surreprésentation des étrangers en séjour illégal dans les prisons genevoises, parce que à tous les délits dont ils étaient condamnés s'ajoutait, pour peu qu'il y ait un délit, s'ajoutait la durée de la peine loi sur les étrangers. Donc en gros, pour 2 délits égaux, un migrant prenait plus cher parce que simplement il devait faire en plus les jours d'infraction loi sur les étrangers. Voilà, mais en gros, il y avait quand même moins de personnes qui pouvaient être concernées par ça. Alors, ça a donné beaucoup d'espoir au milieu progressiste, à l'Association des juristes progressistes, dont je fais partie. Tout le monde a félicité aussi Pierre Bayonnet, qui avait fait cette campagne. Il l'avait challengé sur cette histoire, et puis Jornaud avait fait machine arrière. Bon, il faut dire que l'arrêt du tribunal fédéral sur le caractère inhumain des conditions de détention à Chandelon avait aussi joué un rôle, c'est-à-dire qu'on pouvait plus se permettre de continuer de bourrer autant la prison de Chandelon, mais aussi, il me semble que ce qui a aussi joué un rôle, c'est le fait qu'une directive a été adoptée à l'échelle européenne, la directive retour, qui a été appelée au niveau européen directive de la honte, et qui a eu pas mal de conséquences sur la politique suisse en matière migratoire et en matière pénale par rapport à la migration. Donc cette directive de la honte, elle nous a conduit à assouplir notre politique sur un certain nombre de points. D'abord, elle a réduit la durée de la détention administrative à 18 mois. Chez nous, elle était de 24 mois, mais en Europe, ils l'ont généralisée à 18 mois, donc on a dû la réduire, ce qui était une première petite déception pour les autorités pénales helvétiques. Et puis, deuxièmement, petit à petit, il y a une jurisprudence qui s'est développée où on a admis que la mise en détention des migrants, en fait, entravait les efforts de renvoi. Cette directive devait accélérer les renvois. Et si on mettait les gens en prison, on n'avançait pas dans le processus de renvoi. Et du coup, on ne satisfaisait pas à nos obligations vis-à-vis des autres pays européens. Donc, il a fallu arrêter de mettre les migrants en prison. Je souris parce que c'est Clémence qui m'a signalé ça, qui est dans la salle. Et puis, donc, à partir de là, le tribunal fédéral a essayé de s'accrocher encore un petit moment à la détention. Et puis, d'un coup, il y a eu un revirement de jurisprudence. Il y a eu un juge un peu qui a profité de l'occasion, qui devait être un juge un peu sensible à ces questions, et qui a dit on peut aussi pas les condamner à des peines pécuniaires. En fait, on peut plus les condamner si on n'a pas tout fait pour essayer de les renvoyer de Suisse. Donc voilà, c'est aussi dans ce contexte-là que Jornaud a levé le pied sur cette histoire-là. Or, il vient d'y avoir un revirement de jurisprudence du tribunal fédéral qui ne s'accroche jamais aux jurisprudences qui nous arrangent. Et donc maintenant, on peut de nouveau condamner les migrants à des peines pécuniaires, pas à de la prison, mais à des peines pécuniaires. Mais ça ouvre quand même une brèche pour recommencer à avoir la main un peu plus dure sur les migrants au niveau pénal, sans qu'il y ait d'autres délits. Parce que ça restait couvert. S'il y avait un autre délit, il n'y avait pas de problème. On avait le droit, même un petit délit. Mais maintenant, on va de nouveau pouvoir réprimer les migrants juste sur le séjour illégal. Et puis,
Et puis, Giorno a du coup directement, tout récemment aussi annoncé qu'il allait reprendre la politique d'incarcération, ou en tout cas de condamnation des migrants. Et il a pris comme prétexte évidemment la question du trafic de drogue en alléguant qu'il est plus facile de contrôler quelqu'un pour savoir s'il a le droit d'être en Suisse que de prendre les dealers sur le fait. Donc en gros, pour pouvoir enfin mettre les dealers en prison, on les condamnera pour séjour illégal, ce qui sera très utile puisqu'il a admis lui-même qu'en fait, c'était pas utile de mettre les migrants en prison. Voilà, donc ça c'est une chose, il y a un revirement de jurisprudence qui est un petit peu problématique à ce niveau-là. Puis l'autre problème, c'est qu'il y a une révision du droit des sanctions qui est entrée en vigueur et qui entre en vigueur, qui commence à s'appliquer à partir du 1er janvier 2018, qui permettra de nouveau le prononcé de peines de privative de liberté inférieures à 6 mois. Et puis du coup, avec ces peines plus courtes, le tribunal fédéral sera peut-être enclin à juger que c'est quand même compatible si on met quelqu'un 3 mois en prison avec la directive retour. Enfin, je ne sais pas très bien comment ça va avancer, mais en tout cas, il y aura plus de peines pécuniaires avec sursis, donc il y aura plus de peines pécuniaires qui seront impayées par les gens qui n'ont pas les moyens de les payer, qui se convertiront en jours de prison. Bref, je pense que au niveau de la répression de la petite délinquance, il y a eu une modification qui a été faite, surtout pour la petite délinquance. Les grands crimes, ça change pas, mais les sanctions de la petite délinquance ont été durcies. Et ça, je pense que ça va s'abattre de plein fouet sur les migrants en séjour illégal. Voilà, donc ça, c'est pour la problématique de l'exécution de peine. J'ai déjà dépassé mon temps ? Ça va ? Ok. Deuxième mode, ou disons fondement de la détention, c'est la détention provisoire. C'est aussi de la détention pénale, mais c'est de la détention pénale un peu différente de l'exécution de peine. Et ça mérite de les séparer, parce que, ne serait-ce que parce que dans le projet de Maudet, il entend les reséparer. Actuellement, les deux sont confondus à Chandelon. Et la Brenna 2, avec ses 168 places, est consacrée à l'exécution de peine, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà. Donc, la détention provisoire concerne des personnes qui ne sont pas condamnées, donc qui sont innocentes aux yeux de la loi. Disons présumée innocente, d'accord ? Elle sert à garantir la bonne tenue de la procédure pénale, donc elle sert à éviter, bon, je vais le détailler après, surtout elle sert au confort des autorités pénales, si on peut dire. Et il apparaît que la Suisse, et au sein de la Suisse Genève en particulier, y ont un recours massif, complètement excessif. D'accord ? Donc, pour ça, ils sont pointés du doigt par la Commission nationale de prévention de la torture, qui est relayée par des associations comme Human Rights Watch et autres. C'est quasi systématique. Le recours à la détention provisoire en instance de jugement est juste extrême. Alors, en principe, pour mettre quelqu'un en détention provisoire, vous le savez peut-être, il faut qu'il y ait un risque de collusion. Donc ça, c'est le même pour tous. Le risque de collusion, c'est le risque de contamination des preuves, d'influencer les témoins ou de détruire des évidences ou autres. Ça, c'est le même pour tous. Il diminue au fil de la procédure. Il est surtout important pendant les premières semaines. Ensuite, il y a le risque de récidive. Celui-là aussi, il est le même pour tous. C'est en pratique pas le plus important à mon avis. Et puis ensuite, il y a le risque de fuite. Et alors celui-là, il n'est pas le même pour tous. Très clairement, il n'est pas le même pour tous. Il est simplement retenu systématiquement pour les étrangers, même résidents. Mais alors, pour les étrangers en séjour illégal, juste pour peu que le délit soit un tant soit peu important, risque de fuite, c'est admis. Et donc, la détention provisoire, c'est vraiment un outil pour mettre les migrants en prison massivement. Elle est pointée du doigt comme étant une détention de convenance, voire, pour que les autorités pénales puissent travailler tranquillement, voire une détention de pression. Donc, à partir du moment où quelqu'un est en prison, il a plus de mal à ne pas s'incriminer lors des audiences qui se succèdent. Il a aussi, il a envie de sortir, donc il a tendance à négocier sa peine, à accepter des peines. Les avocats se retrouvent à accepter des peines pour des gens qui sont en détention parce que juste, il faut les faire sortir, c'est ça qu'ils veulent. Ils s'en fichent d'être condamnés à 18 mois ou à 24 mois avec sursis, peu importe. Maintenant, ils veulent sortir s'il y a du sursis. Donc voilà. Et puis, donc là, il y a un truc à critiquer, et je pense que si on est en train d'essayer de vouloir agir contre l'enfermement des migrants, la détention préventive, ça doit être quelque chose qu'on doit vraiment cibler, quoi.
D'autant plus que là aussi, l'avenir se dessine sous des couleurs relativement sombres, parce qu'avec l'introduction de la nouvelle loi, du nouveau droit pénal qui permet l'expulsion des criminels étrangers, ça va être un motif de détention provisoire aussi. Parce que l'ancienne jurisprudence du tribunal fédéral, à l'époque où l'expulsion pénale existait encore, va être reprise, va juste renaître. Et puis, du coup, ça va être la limite de la détention sur la base de la perspective de l'expulsion. Ça va juste être la proportionnalité. Il n'y aura pas, à un moment donné, on ne se dira pas, bon, maintenant, il n'y a plus de risque de collusion ou autre. Un étranger qui est susceptible d'être expulsé pénalement, il restera jusqu'à son jugement d'expulsion pénale en détention. Puis, il sera, si l'expulsion n'est pas possible, mis en détention administrative. Si l'expulsion est possible, expulsé directement. Donc, là aussi, il va y avoir une inflation de la population carcérale qui sera due à cette nouvelle source de détention provisoire. Donc voilà, je pense qu'il faut se battre pour un usage proportionné de la détention préventive. Maintenant, troisième aspect, la détention administrative. Alors aujourd'hui, elle est relativement marginale selon les chiffres que moi j'ai trouvés. Elle concerne en Suisse 300 personnes sur les quelques 6700 personnes qui sont détenues à l'heure actuelle. Donc, c'est pas massif, mais on y travaille. Ça, voilà, on construit à Genève et probablement ailleurs en Suisse aussi des hubs. Il y a plusieurs hubs, expulsion, centres de procédure et autres qui se construisent à toutes sortes d'endroits. Donc, la détention administrative, elle n'est pas de droit pénal, forcément, comme son nom l'indique, et elle est régie par les articles 73 et suivants de la loi sur les étrangers. Je ne les détaille pas. Ils s'allongent chaque année, ils changent chaque année. Il y a de plus en plus de motifs, soumission, si ça, expulsion pénale, c'est aussi un motif. Donc, vraiment, jetez-y un coup d'œil. Ça vaut peut-être la peine pour vous rendre un petit peu compte de comment on met les gens en détention administrative. Je ne le détaille pas. Ça commence par des restrictions à la liberté de mouvement qui, si elles sont transgressées, entraînent une détention administrative, voire pénale, etc. Essentiellement, elle sert à garantir l'exécution du renvoi, garantir que la procédure d'asile puisse se tenir si la personne ne collabore pas, garantir l'exécution du renvoi, mais elle est aussi, et ici c'est assumé, contrairement à la détention préventive, elle sert aussi à mettre les gens sous pression pour qu'ils collaborent. Il y a des gens qui peuvent vous en parler mieux que moi. Donc voilà, il y a c'est la détention pour insoumission, la détention des personnes récalcitrantes qui sont mises sous pression pour être forcées de collaborer à leur renvoi. Alors, la détention administrative, elle concerne essentiellement des personnes déboutées de l'asile, jusqu'ici de préférence avec un passé pénal. Donc, Modès targue que 69% des détenus administratifs en 2015 avaient un passé pénal. Donc, c'est très important cette légitimation par le droit pénal de la mise en détention administrative. Mais elle concerne aussi des requérants d'asile sur la demande d'asile desquels on n'est pas entré en matière, donc essentiellement les NEM Dublin. Donc ça, c'est des requérants d'asile dont le dossier n'a pas été ouvert et qu'on peut placer en détention. Et là, le seuil d'insoumission et autres est très, très bas. Les durées de détention sont aussi plus courtes, mais le seuil est très bas. Donc, en gros, cette détention administrative, elle vise un continuum qui va de l'ancien criminel au récalcitrant jusqu'à finalement quand même la femme enceinte et la famille tout entière. Dublin, c'est vraiment un enjeu majeur pour la Suisse, qui est championne d'Europe de renvoi Dublin. C'est une liquidation d'étrangers qui est facile parce qu'ils sont renvoyables facilement avec les accords de réadmission de Dublin. Et puis, du coup, c'est une totale priorité pour les autorités migratoires suisses. Mais là, il n'y a généralement pas de passé criminel. Il n'y a même pas eu le temps de commettre des délits en Suisse pour les cas Dublin. Je vous cite quand même, on va quand même vers des trucs qui sont assez violents. Il y a eu récemment une jurisprudence du tribunal fédéral sur un cas à Zug où une famille je crois qu'il y avait
4 enfants, dont un bébé qui venait de naître, ont été placés en détention en plus par ruse, c'est-à-dire qu'on leur a annoncé un déménagement. On les a amenés à l'avion à 4 heures du matin. Le père a refusé de monter dans l'avion en disant qu'il n'y avait pas les papiers d'identité des enfants, qu'ils ne pouvaient pas quitter la Suisse sans au moins avoir les papiers, les documents d'identité des enfants qui étaient restés aux mains des autorités migratoires. Ils ont été placés chacun dans une prison, la mère avec le bébé, le père dans une autre prison et les 3 enfants en foyer. Là, je pense que la mise sous pression est telle que même le tribunal fédéral a dit oui, ok. Là, on s'approche du traitement inhumain et dégradant. En fait, ils n'ont pas jugé que c'était inadmissible de faire ça, mais ils ont jugé que c'était inadmissible de le faire tout de suite. Il fallait d'abord essayer d'autres choses, et puis si ça ne marchait pas, bon bah voilà. Donc voilà, il y a quand même, avec toute l'utilisation de justement ces criminels qui justifient qu'on fasse passer des lois, etc., c'est criminalisé, et ben d'un coup, il y a des femmes enceintes en Valais qui se retrouvent à utiliser des toilettes turques pendant 6 mois alors qu'elles sont enceintes d'un permis C. Il y a des trucs qui vont se passer de ce type-là qui sont aussi... voilà. Donc maintenant, je conclus avec des perspectives, ou en tout cas des ébauches de perspectives qui me semblent qu'on doit réussir à creuser ensemble et puis essayer d'avancer dans ce sens. Au niveau de la détention des migrants, de la détention en général, ils vont pas se limiter s'il n'y a pas des limites quasi physiques. En gros, la seule limite à l'enfermement, c'est le nombre de places. Pour le hub d'expulsion, c'est trop tard, si j'ai bien compris. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, il faut faire capoter ce projet des Dardanelles. Ils peuvent très bien utiliser la Brenna et Chandelon pour l'exécution de peine, surtout s'ils réduisent la préventive, d'autant plus que les conditions de détention devraient être moins dures en réalité en préventive, parce que c'est des gens qui sont présumés innocents et qui doivent pouvoir être réinsérés à la fin de leur peine et du coup qui doivent garder une activité. Donc il faut avoir recours à des méthodes alternatives en fait de contrôle des gens qui sont en préventive. Donc il faut plaider qu'ils ont assez de place pour remplir leur mission actuelle. Dans ce contexte-là, il faut réduire massivement le recours et la durée de la préventive. Il y a une systématisation de la préventive qui est juste catastrophique. Moi, j'ai un cas, juste je vous donne cet exemple, d'un père de famille de 4 enfants, dont 2 gravement handicapés. Et je vous jure, je ne l'ai pas pris dans Victor Hugo. Il est mis en détention préventive, renouvelée, comme ça, ses arguments du fait qu'il travaille, qu'il va perdre son job, qu'il est le seul salaire de sa famille avec 4 enfants, tout ça, ça passe complètement à la trappe. Ils répondent sans lire, ils confondent les noms dans la procédure, ça leur est complètement égal. Le type est en risque de fuite, menacé d'expulsion pénale. Ils mettent tous les motifs: collusion, risque d'expulsion, risque de fuite, risque de récidive, d'ailleurs pas exclu parce qu'il est quand même pauvre, donc il pourrait peut-être vouloir voler à nouveau, etc. Ils mettent tous les motifs, y compris l'expulsion pénale, sans se rendre compte d'ailleurs que monsieur est suisse d'ailleurs en fait. Mais voilà, ça ils le mettent même pas. Donc en gros, ils le font de façon systématique. Je pense qu'il y a des ordres là-dessus. En gros, ils doivent remplir la prison de détenus préventifs. Et moi, je pense que là-dessus, on peut agir et on aurait des instruments, les instances de prévention de la torture et autres préventives. Ensuite, développer un discours sur la réinsertion Julie, elle est plein de trucs à dire là-dessus aussi, sur les questions de réinsertion et de non-désinsertion par la prison. Donc évidemment, il ne faut pas se laisser complètement bluffer par l'argument de l'assassin d'Adeline ou de la potentielle récidive de X ou Y. On est en train de parler de petite délinquance qui est extrêmement liée aux conditions sociales et c'est clair que toute perspective d'intégration limite la délinquance. Et ça, c'est un discours qu'il faut tenir dans l'espace public. Il faut lui redonner le droit de citer parce que le discours répressif, il est quasi hégémonique actuellement. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est très clairement d'avancer vers une dépénalisation des stupéfiants, enfin de faire avancer ce discours-là aussi, qui est sous-estimé, mais qui est vraiment important. D'abord parce que quand même, il permettrait vraisemblablement de sauver des vies à l'échelle mondiale, mais ensuite parce que aussi au niveau d'une politique pénale rationnelle, ça n'a juste aucun sens d'en faire une priorité de la répression.
Et puis, encore quelques autres pistes, faire la bataille des chiffres, vraiment obtenir des informations sur qui est à Chandelon, comment, pourquoi, réussir à faire des statistiques aussi des condamnations pénales qui soient parlantes, parce que celles qu'on a actuellement, elles sont vraiment très difficiles à lire, on n'arrive pas à les interpréter, donc il faut qu'il y ait des statisticiens professionnels qui se penchent là-dessus avec une connaissance des lois pénales. Et puis ensuite, dans tout ce combat, la question budgétaire va être absolument déterminante. On est en période d'austérité. Il y a des gens qui sont très mobilisés sur les questions de budget. Ces gens, il faut les encourager à faire de la mise en échec du projet des Dardanelles un cheval de bataille, un de leurs chevaux de bataille, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait des restrictions des budgets des écoles massives, des budgets des hôpitaux, au profit d'un projet mégalomane de détention de migrants. Voilà, simplement, quoi. Donc, voilà, je suis sûre que vous avez plein d'autres idées dans ce domaine. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on y arrivera, mais en tout cas, je suis sûre que ça vaut la peine d'essayer. Voilà. Merci beaucoup aux deux intervenantes pour ces super exposés. Je vous propose maintenant de prendre vos questions, vos remarques, commentaires, idées de lutte, tout ce que vous voulez. On va prendre 2-3 interventions. S'il y a besoin de réponses, on va alterner comme ça. Je vous écoute. Oh non, on les a séchés. Bon, c'était très clair. Ouais. Davinia ? Bonsoir, merci beaucoup, c'était très très intéressant. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre d'enfants qui sont incarcérés à Genève, les enfants migrants, et combien sont incarcérés en Suisse? Parce qu'on a déjà eu des cas d'enfants qui sont mis en prison avec leur mère enceinte dans une procédure de renvoi. Mais souvent, ce genre de cas ne sont pas dans les journaux. Est-ce que vous pouvez donner ce genre d'informations? Moi, je pense qu'à Genève, il n'y en a pas actuellement, mais j'en sais rien, mais ce serait tout à fait possible qu'il n'y en ait pas. Et selon le SEM, il y en a 19 qui seraient incarcérés en Suisse actuellement. Bon, c'est des chiffres... Il y a quelque chose qui est compliqué avec la détention de mineurs, c'est que la Suisse a été vivement critiquée par plusieurs comités d'éthique, de médecins et autres, sur le fait qu'elle détermine systématiquement que les gens sont majeurs avec des techniques qui ne sont pas probantes. Donc, on ne sait pas trop. En tout cas, et en plus, il y a eu pas mal d'opacité à ce niveau-là. Je crois que ça a été très difficile d'obtenir ces chiffres. Les détenus mineurs partaient un peu dans la nature. Donc, moi, j'ai pas de chiffres autres que ce 19 personnes du SEM. Voilà, il est aussi possible qu'il y ait des gens des mineurs, des enfants petits, qui soient placés en foyer et dont les parents sont détenus. Ce que je suis pas sûre de savoir ce qui est pire, franchement, parce que pour des parents d'être en détention sans leurs enfants, sans savoir ce qui va se passer, moi, je sais pas, j'aime pas l'idée de voir mon enfant en prison, mais voilà, ça c'est possible qu'il y ait. Tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. Vous avez évoqué le chiffre de 140 000 francs par détenu et par an. Est-ce qu'il y a un budget qui a été évoqué en fonction du nombre de détenus qu'on pourrait ne pas maintenir en détention et de l'argent que ça libérerait? Bon, déjà l'argent sur le projet des Dardanelles, l'argent que ça libérerait, c'est déjà ne pas dépenser 250 millions de francs de construction et 65 millions de frais de fonctionnement annuels. C'est quand même des très gros chiffres. Après, non, moi j'ai pas les chiffres, de faire des projections. Qu'est-ce qui se passe si demain la Suisse, comme la Finlande, décide de mettre en place une politique de désincarcération massive? Dans 5 ans, il réduit de moitié sa population carcérale. C'est tout à fait possible. Ça n'a aucune conséquence sur la criminalité, voire ça a des conséquences positives. Et qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Parce que, en fait, 140, évidemment, s'il y a un détenu de moins, c'est pas que ça coûte directement 140 000 francs de moins.
parce que c'est des histoires d'échelle qui sont réparties. Les 140 000 francs, c'est comme il y a des accords concordataires, ça s'appelle entre les cantons. Si on transfère un détenu qui est condamné, dans les histoires de compensation financière, l'administration pénitentiaire et leurs instances concordataires estiment que le coût de ce prisonnier, c'est 140 000 francs. Quand il s'agit d'un condamné, c'est un peu moins pour préventif. Puis visiblement, Laila me disait que c'est en fait beaucoup plus pour Genève encore. Si on ramène le coût du système pénitentiaire au nombre de détenus. Bref, ça c'est encore un autre calcul. Mais effectivement, ça serait intéressant de dire, voilà, en Suisse, il y a tant de prisonniers, ça coûte tant. Si on diminuait de moitié, on fermerait tant de prisons, on aurait besoin de beaucoup moins de gardiens, de salaires, etc. Ça libérerait tant de budget. J'ai pas le chiffre, mais c'est quand même des chiffres importants. Est-ce que ce calcul existe quelque part? Non. Il me semble que ce serait très intéressant de le présenter, de le mettre en avant. Non, il y a des chiffres un peu... par exemple, c'est 65 millions de crédits de fonctionnement. C'est très important de parler des budgets de fonctionnement de ces nouvelles prisons et pas seulement de l'investissement en construction. 65 millions sur la petite échelle de Genève. Voilà, l'année prochaine, les coupes budgétaires des HUG, c'est 30 millions. Et puis, le fonctionnement seulement de la nouvelle prison des Dardanelles, c'est 65 millions de fonctionnement sans les coûts aussi, l'amortissement de l'investissement. Donc, vraiment, au moment où on coupe type 30 millions dans les HUG, on envisage de mettre 65 millions de fonctionnement de plus pour une prison qui n'est pas nécessaire. Mais voilà. En plus, en Suisse, on a le problème du système cantonal. Donc, les projections de budget, c'est difficile de faire. Il faudrait essayer de combiner des données qui sont aussi dans les cantons et tout. Mais on pourrait essayer d'avoir une idée. Oui, je suis tout à fait... C'est l'essor de la guerre des chiffres. C'est tous ces chiffres dont on a besoin pour délégitimer en fait la prison face à son efficacité par rapport à ses coûts et notamment ses coûts financiers, quoi. Et puis, donc, je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'il y a le coût de fonctionnement, le budget, l'impact direct, mais ensuite il y a l'impact indirect, et je pense qu'il est juste inestimable, c'est-à-dire en termes de nombre de policiers, en termes de nombre de juges, en termes de nombre de procureurs, en termes de... Je veux dire, il faut les remplir, ces prisons. Et puis là, maintenant, par exemple, ils ont commencé à augmenter la détention administrative. Le tribunal administratif de première instance est juste débordé, parce qu'il y a eu une augmentation de 57% des procédures la première année, je crois, en 2013-2014, puis ensuite de 75% encore l'année d'après, ou 77%. Le tribunal administratif de première instance est débordé, au point que le procureur général proteste, donc c'est le chef du pouvoir judiciaire, il proteste, il dit tranquille, moi je peux pas allouer des budgets comme ça pour... Donc en fait, il va falloir le coût induit par la construction de ces prisons, ça va être mais juste explosif. En gros, c'est vraiment vrai qu'on va fermer des écoles pour ouvrir ces prisons, quoi. C'est juste sûr. Enfin, on est obligé. On va licencier les profs pour engager des policiers, c'est sûr, et des juges. Merci. D'autres remarques, questions? Oui. En fait, les autorités qui se plantent contre les immigrants qui font des petits crimes, ils ne font pas des crimes selon vous, n'est-ce pas? Ils font des petites choses. Pardon? Des délits. Des délits, voilà. Et puis, pourquoi ils ne contrôlent pas les frontières? Pourquoi ils laissent entrer tout le monde comme ça sans savoir qui c'est lui? S'ils sont criminels, ils viennent de n'importe quel pays, vous savez, avec la visa. Et on ne sait pas s'ils viennent des prisons de l'autre pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui échappent la prison de son pays. Bon. Ici, il n'y a pas de contrôle. Et puis, pourquoi ils se plantent là? C'est ça qui est contradictoire. Alors, bon. Je ne comprends pas. D'abord, moi, je pense qu'on n'est pas criminel, on le devient. Donc, déjà, on ne peut pas savoir. Je veux dire, les gens. Il y a quelques criminels, peut-être, je ne sais pas. Mais non, mais d'accord. Pas la plupart. Il y a quelques criminels, je peux vous dire que dès qu'on tombe dessus, puis qu'on voit qu'ils ont un casier judiciaire ailleurs ou autre. C'est pas vrai qu'on ne contrôle pas les frontières. On les contrôle beaucoup. On les contrôle au niveau européen. Et ensuite, on les contrôle au niveau suisse aussi. Donc, il y a un certain contrôle des frontières.
Mais disons, les quelques criminels graves qu'on va détecter dans ces contextes de contrôle, je veux dire, c'est pas une part représentative des migrants. Non, mais c'est infime. Donc, par contre, là où il y a beaucoup plus de monde, c'est dans la petite délinquance. Parce que quand on donne à quelqu'un 300 francs par mois pour vivre, 300 francs par mois pour vivre, même s'il vit même s'il a une chambre à 4 et autres, donc il a quelques autres choses, mais en gros, il a 300 francs pour toutes ses dépenses quotidiennes. Cette personne, le jour où on lui demande de vendre une boulette de cocaïne, et même si le cours de la boulette de cocaïne est vraiment très très bas, il faut qu'il ait sacrément du caractère et de la persévérance et autres pour se dire, je ne touche pas à ça. Je vais d'attendre tranquillement que rien ne se passe, parce que j'ai juste plus aucune perspective de toute façon. Je veux dire, on n'est pas dans la même situation. Moi, si demain on me propose de vendre une boulette de cocaïne, c'est pas rentable pour moi. C'est pas intéressant. Et pour compléter, surtout si c'est pas lui qui vend cette boulette de cocaïne, ce sera quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que les politiques pénales, elles sont absolument inefficaces à arrêter le fonctionnement de l'offre et la demande de la drogue. Donc, il y a aussi les délits qui sont commis et qui sont... j'ai pas les statistiques, mais dans la guerre des chiffres, il faudra les avoir. Je crois que c'est de l'ordre de 30%, sauf erreur. Mais après, il y a aussi les délits concomitants, justement, donc ça probablement peut-être plus. Disons qu'il y a minimum 30% des gens qui sont en prison qui sont pour des histoires de drogue en prison. C'est-à-dire des gens qui ne devraient pas y être, parce que tant que le marché de la drogue continuera de prospérer, et c'est ni possible ni souhaitable que ce ne soit pas le cas, parce que les sociétés elles consomment des drogues et ça ne va pas changer, les gens qu'on arrête pour ce motif-là, quand ils vont dans la prison, il y a quelqu'un d'autre immédiatement qui le remplace dans l'offre. Donc c'est juste un phénomène inéluctable, et effectivement c'est une des clés pour vider les prisons, c'est d'avoir une politique raisonnable en matière de drogue. Et puis, quelque part, c'est aussi un petit peu dangereux ce que vous dites, parce qu'en réalité, vous êtes en disant ça, vous faites gagner par ce discours qui dit, en fait, il faudrait trier le bon grain de livret, il faudrait pénaliser les migrants méchants pour permettre aux migrants gentils. Mais ce n'est pas du tout le projet de la Suisse. Le projet de la Suisse, c'est d'utiliser les migrants méchants contre les migrants gentils, c'est-à-dire le but, c'est de réduire l'immigration. Le but de ces politiques, c'est de réduire. Non, c'est pas la manière. Il faut chercher une meilleure solution. C'est pas la manière. Ouais. C'est absurde. Merci. D'autres questions? Parfait. Tout le monde est au clair. Du coup, on vous tient au courant pour ceux qui se sont mis sur les listes pour les prochaines conférences. À ce sujet, je passe juste 2 minutes la parole à Olivier pour qu'il annonce un autre événement. Okay. Bonsoir. Demain, il y a... En fait, je vais présenter un peu généralement. Il s'est passé des événements en Érythrée la semaine passée. Une manifestation qui a été très violemment réprimée. On a très peu d'informations sur ce qui se passe en Érythrée aujourd'hui, mais en tout cas, la communauté érythréenne à Genève s'est mobilisée pour organiser une manifestation demain à midi à la Place des Nations. Et on en profite pour lier ça à un changement de politique radical qui est en train de s'installer en Suisse vis-à-vis des demandeurs d'asile, des Érythréens en exil en fait ici. Ça veut dire que collectivement, on est en train de décrédibiliser collectivement leurs paroles sur les raisons pour lesquelles ils ont fui et ils sont arrivés en Suisse. Et du coup, c'est toute une partie de gens qu'on reconnaissait encore dans nos catégories un peu, à mon avis, absurdes d'accueil des personnes ici. On les considérait comme des bons, des vrais réfugiés. Et c'est en train de changer très très rapidement. Et donc c'est des gens qui vont possiblement, enfin là je parle collectivement des Érythréens, mais qui vont ne plus se retrouver à Frombois ou à la Fabra ou en détention administrative de manière exceptionnelle ou pour des cas Dublin, mais qui vont se retrouver dans une situation de migration illégale. On commence déjà à sentir qu'ils ne sont plus accueillis de la même manière ici qu'auparavant. Et du coup, je pense que ça vaut la peine d'être nombreux. Eux, ils ont mobilisé leur communauté et de les accompagner dans cette manifestation demain à midi à la Place des Nations. Voilà. Merci.
préciser juste qu'il y a aussi une pétition sur le sujet qui court, d'ailleurs, qu'ils viennent de lancer précisément pour dénoncer le changement de statut des réfugiés érythréens qui est en train de se faire. Et puis, je vous propose de remercier encore une fois nos intervenantes et